Le hennissement déchirant de Wagner devant le cercueil de Jean-Pierre poussa Élise à l'impensable, ouvrir la dernière demeure de son père. Le geste que fit elle, Étalon, ensuite bouleversa l'assemblée entière et déclencha une chaîne de événements qui allait sauver l'héritage des Moreau de la ruine. L'héritage des Moreau de la ruine. Le ciel gris de Normandie pleurait doucement sur le petit village de Saint-Martin-des-Prés. Les nuages lourds semblaient porter le poids du chagrin qui habitait les cœurs des villageois ce matin-là. Le cortège funéraire avançait lentement vers le cimetière, où une fosse fraîchement creusée attendait Jean-Pierre Moreau, figure emblématique de la région et maître éleveur de chevaux respecté de tous. À 67 ans, Jean-Pierre avait quitté ce monde aussi brusquement qu'un éclair frappe un chêne centenaire. Une crise cardiaque l'avait emporté alors qu'il accomplissait sa routine matinale auprès de ses chevaux. C était sa fille, Élise, qu'il avait découvert, immobile dans l'écurie, une pomme encore intacte dans sa main tendue vers Wagner, son étalon alezan préféré. La petite église en pierre du XIIe siècle était pleine à craquer. Des éleveurs venus des quatre coins de la France étaient déplacés pour rendre un dernier hommage à celui qui avait révolutionné les méthodes d'élevage équin dans la région. Les visages graves et les murmures respectueux accompagnaient le cercueil en chêne massif, choisi par Élise parce qu'il rappelait les barrières que son père avait lui-même construites pour son haras. Papa aurait détesté tout ce cérémonial, chuchota Élise à son frère, Thomas, qui marchait à ses côtés, le visage fermé par une douleur contenue. Il aurait préféré être enterré directement dans l'écurie, avec ses bottes et sa vieille veste, répondit Thomas en esquissant un sourire triste. Le prêtre, Père Laurent, un ami proche de Jean-Pierre, prononçait le éloge funèbre d'une voix émue. Il évoquait l'amour indéfectible de cet homme pour ses chevaux, sa passion transmise à des générations d'éleveurs, son rire qui résonnait dans toute la vallée quand un poulain naissait. À environ 2 kilomètres de là, dans le domaine des Moreau, quelque chose d'étrange se produisait. Wagner, l'étalon alezan que Jean-Pierre avait élevé depuis sa naissance 15 ans plus tôt, s'agitait dans son box. Ses hennissements devenaient de plus en plus insistants, ses sabots frappèrent la porte avec une détermination inhabituelle. Antoine, le palefrenier qui s'occupait des chevaux pendant les funérailles, tentait de le calmer. « Doucement, mon beau, doucement », murmurait Antoine en caressant l'encolure puissante de l'animal. « Je sais que tu le cherches, nous le cherchons tous. » Mais Wagner ne se calmait pas. Ses yeux, habituellement doux, semblaient animés d'une flamme étrange, presque humaine dans leur détermination. Dans un mouvement brusque, Étalon poussa Antoine contre le mur du box et, profitant de son déséquilibre momentané, força la porte mal verrouillée. « Wagner, reviens !» cria Antoine en se relevant, mais l'animal était déjà loin, galopant comme s'il était poursuivi par des démons invisibles. Au cimetière, le cercueil venait d'être posé près de la fosse. Élise, debout entre son frère et sa mère, Mathilde, serrait dans sa main la vieille montre à gousset de son père. Un objet qui, comme tant d'autres dans la vie de Jean-Pierre, racontait une histoire de fidélité. Il l'avait reçu de son propre père et ne s'en séparait jamais pendant les concours hippiques. Nous confions l'âme de notre frère Jean-Pierre à la miséricorde de Dieu, commença le père Laurent, quand soudain, le bruit de sabots frappant le sol résonna au loin. Les têtes se tournèrent. À l'entrée du cimetière, majestueux et haletant, Wagner venait d'apparaître. Sa robe alezane brillait sous le timide soleil qui perçait maintenant les nuages, comme un présage, un signe que certains participants interprétèrent immédiatement comme mystique. « Mon Dieu !» souffla Mathilde, la main sur la bouche. « C'est Wagner !» L'animal s'immobilisa un instant, scrutant l'assemblée de son regard intelligent. Puis, comme guidé par une force invisible, il s'avança lentement entre les rangées de tombes, ses sabots faisant à peine crisser le gravier des allées, comme s'il comprenait la solennité du moment. Personne n'osait bouger. Les respirations étaient suspendues.
Wagner s'approcha du cercueil, le renifla longuement, puis émit un hennissement doux, presque un gémissement humain qui brisa le cœur de tous les présents. « Il le cherche », murmura Thomas, les larmes aux yeux. « Il cherche papa. » Élise fit un pas vers l'animal. Wagner la regarda, puis reporta son attention sur le cercueil. Il commença à le pousser doucement de son museau, comme s'il tentait de réveiller son maître endormi. « Quelqu'un devrait l'éloigner » suggéra l'un des villageois, mal à l'aise. « Non » répondit fermement Élise. « Il a le droit de être ici. Il faisait partie de papa autant que nous. » Le cheval continuait son manège, de plus en plus agité. Il tournait autour du cercueil, le poussait, hennissait. Son comportement devenait presque frénétique, comme s'il était frustré de ne pas obtenir de réponse. C'est alors qu'Antoine arriva, essoufflé d'avoir couru depuis le haras. « Je suis désolé » haleta-t-il. Il a forcé la porte de son box. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais Élise ne l'écoutait pas. Son regard était fixé sur Wagner, sur cette danse macabre qu'il exécutait autour du cercueil de son père. Une idée folle germait dans son esprit, une idée qui allait à l'encontre de toutes les conventions, de toutes les bienséances. « Thomas, » dit-elle soudain, la voix tremblante mais déterminée, « aide-moi à ouvrir le cercueil. » Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Le père Laurent s'avança, les mains levées en signe d'apaisement. « Élise, ma chère enfant, je comprends votre douleur, mais non, vous ne comprenez pas, » l'interrompit-elle, des larmes coulant librement sur ses joues. Wagner et papa avaient un rituel. Chaque matin, sans exception depuis 15 ans, il faut que Wagner puisse lui dire au revoir, correctement. Thomas regarda sa sœur, puis le cheval qui était maintenant immobilisé, comme s'il attendait, comprenant que quelque chose d'important allait se produire. Dans les yeux de l'animal, Thomas crut voir la même douleur qui habitait son propre cœur. « D'accord », dit-il finalement. « Faisons-le. » Le silence qui s'abattit sur le cimetière était aussi lourd que la pierre des tombes environnantes. Le père Laurent, désemparé par cette demande inhabituelle, consulta Mathilde du regard. La veuve, emmitouflée dans son manteau noir, semblait figée entre deux mondes, celui des conventions sociales et celui de l'amour inconditionnel que son mari portait à ses chevaux. « Faites-le » murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Jean-Pierre aurait compris. Thomas et deux amis proches de la famille s'approchèrent du cercueil. Leurs mains tremblantes défirent les fixations de bronze qui maintenaient le couvercle scellé. Le bruit métallique résonna dans le silence oppressant du cimetière, ponctué seulement par le souffle régulier de Wagner qui observait la scène avec une attention presque surnaturelle. « C'est de la folie !» chuchota quelqu'un dans l'assemblée. « C'est de l'amour », répondit une vieille dame, une éleveuse qui avait connu Jean-Pierre depuis plus de 40 ans. Le couvercle fut soulevé avec précaution, révélant le visage serein de Jean-Pierre Moreau. Il avait été habillé de son costume bleu marine, celui qu'il portait uniquement pour les concours hippiques les plus prestigieux. Ses mains étaient croisées sur sa poitrine, tenant une photo jaunie de lui-même, jeune homme, avec son premier cheval de compétition. Wagner s'approcha lentement, comme conscient de la solennité du moment. Son comportement avait changé. L'agitation frénétique avait laissé place à une douceur délibérée. Elle, étalon, tendit son long cou et renifla doucement le visage de son maître. Élise fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une pomme rouge. « Tiens », dit-elle à Wagner, la voix brisée par l'émotion. « Pour papa. » L'animal prit délicatement le fruit entre ses lèvres, puis, dans un geste qui arracha des sanglots à l'assemblée, le déposa doucement sur la poitrine de Jean-Pierre, à côté de la photographie. Chaque matin, expliqua Élise aux personnes présentes, papa se levait à 5 heures. La première chose qu'il faisait était d'aller voir Wagner avec une pomme. Il disait toujours que la journée ne pouvait pas bien commencer sans ce rituel.
Wagner resta immobile quelques secondes, son museau frôlant le visage de Jean-Pierre, comme s'il espérait encore une caresse, un mot gentil, un de ces murmures que seuls eux comprenaient. Puis, dans un geste d'une tendresse bouleversante, il posa sa tête massive sur la poitrine de l'homme. « Mon Dieu !» souffla Antoine, les yeux écarquillés. On dirait qu'il écoute son cœur. Personne n'osait interrompre ce moment. Les photographes présents, venus couvrir les funérailles de cette personnalité locale, immortalisèrent la scène, conscients d'être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Après ce qui sembla être une éternité, Wagner releva la tête. Il émit un hennissement doux, presque mélodieux, puis recula lentement. Ses yeux, habituellement si vifs, semblaient voilés d'une tristesse profondément humaine. « Il a compris », murmura Thomas. « Il sait qu'il ne reviendra pas. » Élise s'approcha de Wagner et entoura son encolure de ses bras, enfouissant son visage dans la crinière soyeuse. « Tu étais son préféré, » chuchota-t-elle. « Tu le sais, n'est-ce pas ?» Le cheval resta immobile, comme pour offrir son soutien à cette jeune femme qui partageait sa peine. Cette scène, cet échange silencieux entre une fille endeuillée et l'animal qui avait partagé la vie de son père, touchait au cœur même de ce qui unissait les humains et les chevaux depuis des millénaires. Thomas s'approcha du cercueil pour le refermer, mais Mathilde l'arrêta d'un geste. Elle s'avança à son tour, prit la pomme que Wagner avait déposée et la plaça délicatement dans la main de son mari. « Pour ton dernier voyage, mon amour, » dit-elle. « Pour que tu ne sois pas seul sur le chemin. » Le couvercle fut refermé avec respect. Wagner, comme s'il comprenait que la cérémonie devait maintenant suivre son cours, recula davantage, s'éloignant du centre de l'attention. Il resta néanmoins présent, immobile et digne sous un vieux chêne, observant la mise en terre de celui qui avait été son maître, son ami, son compagnon. Le père Laurent, encore ému par ce qu'il venait de vivre, reprit la cérémonie. Sa voix, d'abord hésitante, retrouva sa force en évoquant le mystère des liens qui unissent toutes les créatures de Dieu. Jean-Pierre, dit-il, a vécu sa vie en harmonie avec ces magnifiques animaux. Il nous a montré que l'amour transcende les barrières des espèces, qu'il parle un langage universel que même un cheval peut comprendre. Le cercueil fut descendu dans la fosse. Chacun, selon la tradition, jeta une poignée de terre. Élise y ajouta quelques crins de la crinière de Wagner qu'elle avait coupé la veille, anticipant peut-être ce moment. Alors que les fossoyeurs commençaient à remplir la tombe, un rayon de soleil perça les nuages, illuminant précisément l'endroit où reposait désormais Jean-Pierre. Certains y virent un signe, d'autres une simple coïncidence. Mais tous s'accordèrent à dire que ce jour-là, dans ce petit cimetière normand, ils avaient été témoins d'un amour qui défiait l'entendement humain. « Que vas-tu faire de Wagner maintenant ?» demanda doucement le père Laurent à Élise, alors que la foule commençait à se disperser. La jeune femme regarda, elle et Talon, toujours immobile sous son chêne. « Je vais prendre soin de lui, comme papa l'aurait voulu. Et chaque matin, je lui apporterai une pomme. » Un hennissement lointain répondit à ces paroles, comme une promesse, comme un nouveau pacte entre deux âmes unies par l'absence d'une troisième. Les jours qui suivirent les funérailles de Jean-Pierre Moreau S. écoulèrent dans une brume de chagrin pour la famille. Le haras, autrefois vibrant de l'énergie de son maître, semblait désormais enveloppé d'un silence pesant que même les hennissements des chevaux ne parvenaient pas à dissiper. Les médias locaux, puis nationaux, étaient emparés de l'histoire extraordinaire de Wagner. Des images de elle et Talon déposant sa pomme dans le cercueil avaient fait le tour des journaux et des réseaux sociaux, suscitant une vague d'émotions qui dépassait largement les frontières de la Normandie. Un matin pluvieux, une semaine après l'enterrement, Élise se leva à 5 heures, exactement comme son père l'avait fait chaque jour de sa vie d'adulte. Elle enfila des bottes en caoutchouc et un ciré jaune, puis se dirigea vers la cuisine où elle prit une pomme rouge dans la corbeille à fruits. Le domaine était encore endormi. Seul le clapotis de la pluie sur les toits d'ardoise troublait le silence. «
Tu es bien matinal, dit Mathilde, apparaissant dans l'encadrement de la porte, une tasse de thé fumant entre les mains. Ses yeux étaient encore gonflés de larmes mal séchées. « Je prends la relève », répondit simplement Élise. Sa mère hocha la tête, comprenant sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un mot. Les rituels étaient tout ce qui leur restait maintenant, des gestes familiers auxquels se raccrocher pour ne pas sombrer complètement. Élise traversa la cour boueuse jusqu'aux écuries. Les chevaux commençaient à s'éveiller, certains hennissant doucement à son approche, reconnaissant peut-être dans sa démarche quelque chose de Jean-Pierre. Wagner était déjà debout dans son box, comme s'il l'attendait. « Bonjour, mon beau », murmura Élise en approchant. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle lui tendit la pomme, qu'il prit avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille. Contrairement à d'habitude, il ne la mangea pas immédiatement. Il la garda entre ses lèvres, regardant au-delà d'Élise, vers la porte de l'écurie, comme s'il attendait encore l'arrivée de quelqu'un d'autre. « Il n'est plus là, Wagner, » dit doucement Élise, caressant son encolure. « C'est juste toi et moi maintenant. » Le cheval baissa finalement la tête et croqua dans la pomme, mais sans l'enthousiasme habituel. Élise resta près de lui, le brossant en silence, laissant ses larmes se mêler à la pluie qui s'infiltrait par les interstices du toit vieillissant de l'écurie. « Mademoiselle Moreau ?» Élise se retourna pour voir Antoine, le palefrenier, debout à l'entrée du box. Son visage habituellement jovial était grave. « Maître Dufresne est arrivé. Il vous attend à la maison avec votre mère et votre frère. » Il dit que c'est important. Élise sentit son cœur se serrer. François Dufresne était le notaire de la famille depuis des décennies. Sa présence si tôt le matin ne présageait rien de bon. « J'arrive dans un instant », répondit-elle, donnant une dernière caresse à Wagner. Dans le salon de la maison familiale, un homme âgé en costume sombre était assis, une serviette en cuir sur les genoux. Mathilde et Thomas étaient déjà présents, leurs visages tendus d'appréhension. « Ah, Élise !» dit maître Dufresne en se levant pour l'accueillir. « Merci de vous joindre à nous. Je suis conscient que le moment est mal choisi, mais certaines questions ne peuvent malheureusement pas attendre. » Élise s'assit à côté de sa mère, prenant sa main froide dans la sienne. « De quoi s'agit-il » Le notaire ajusta ses lunettes et ouvrit sa serviette en sortant plusieurs documents qu'il disposa méthodiquement sur la table basse. « Il s'agit de la situation financière du haras », commença-t-il, sa voix professionnelle masquant mal son embarras. « J'ai bien peur que les nouvelles ne soient pas bonnes. » Thomas se pencha en avant, les sourcils froncés. « Que voulez-vous dire ? Votre père, expliqua maître Dufresne, a contracté plusieurs prêts importants ces dernières années pour moderniser les installations et acquérir de nouveaux reproducteurs. Malheureusement, avec les récentes crises économiques et la baisse du marché équin, les remboursements sont devenus problématiques. Mais papa ne nous a jamais parlé de difficultés financières, protesta Élise, incrédule. Jean-Pierre était un homme fier, intervint doucement Mathilde. Il ne voulait pas vous inquiéter. Le notaire hocha gravement la tête. J'ai tenté de le conseiller, de l'orienter vers des solutions plus prudentes. Mais votre père était déterminé à maintenir la réputation d'excellence du haras Moreau, quoi qu'il en coûte. Il leur tendit un document couvert de chiffres et de clauses en petits caractères. Ce prêt, en particulier, est le plus préoccupant. Il a été contracté auprès de la Banque agricole de Normandie il y a 3 ans. Les conditions de remboursement étaient strictes et votre père avait commencé à accumuler des retards. « Combien devons-nous » demanda Thomas, direct comme toujours. « Près de 800 000 €, intérêts compris. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. 800 000 €, une somme astronomique pour une famille qui avait toujours vécu confortablement, mais sans extravagance. « Il doit y avoir une solution, » dit-elle finalement, refusant de céder au désespoir. « Le haras a de la valeur, les chevaux aussi. »« Justement, » répondit le notaire en sortant un autre document. «
j'ai pris la liberté de faire évaluer les actifs. Le domaine, les installations et le cheptel pourraient effectivement couvrir la dette, mais nous perdrions tout, acheva Thomas, la voix tremblante de colère contenue. Pas nécessairement tout, nuança maître Dufresne. Vous pourriez envisager une vente partielle, certains chevaux, peut-être une portion des terres. Et Wagner? Demanda soudainement Élise. Qu'adviendrait-il de Wagner? Le notaire parut surpris par cette question spécifique. Elle, étalon. Eh bien, c'est sans doute l'un de vos actifs les plus précieux. Sa lignée est renommée et après l'attention médiatique récente... Non, l'interrompit fermement Élise, se levant d'un bond. Wagner n'est pas à vendre. Jamais. Élise, intervint doucement Thomas, nous devons être pratiques. Si vendre Wagner peut nous aider à sauver le reste du haras, tu ne comprends pas, s'emporta-t-elle. Ce n'est pas qu'un cheval. Était l'âme de papa, son héritage vivant. Elle se tourna vers le notaire, les yeux brillants de détermination. Combien de temps avons-nous avant que la banque n'exige le remboursement? 3 mois, selon les clauses du contrat. Après le décès de l'emprunteur, les héritiers disposent d'un trimestre pour régulariser la situation ou proposer un plan de remboursement viable. 3 mois, répéta Élise, calculant rapidement. C'est suffisant. Suffisant pourquoi? Demanda Mathilde, perplexe. Élise ne répondit pas immédiatement. Son regard se perdit à travers la fenêtre, vers les écuries où Wagner attendait, porteur involontaire d'un espoir fou qui venait de naître dans l'esprit de la jeune femme. Pour honorer la mémoire de papa, dit-elle finalement, et pour sauver ce qu'il a construit. Dans ses yeux brillait cette même détermination que Jean-Pierre avait toujours admirée chez sa fille. Cette étincelle qui, dans les moments les plus sombres, avait le pouvoir d'illuminer un chemin que personne d'autre ne pouvait voir. Le lendemain matin, alors que l'aube colorait à peine l'horizon normand, Élise était déjà dans le bureau de son père. La pièce, imprégnée de l'odeur de cuir et de tabac froid, n'avait pas été touchée depuis le décès de Jean-Pierre. Sur les murs, des photographies encadrées témoignaient de décennies de succès équestres, Jean-Pierre recevant des trophées, de jeunes poulains devenus champions, et surtout Wagner, immortalisé à différents âges, depuis sa naissance jusqu'à sa gloire en compétition. Élise feuilletait méticuleusement les registres d'élevage, les carnets de notes et les articles de presse soigneusement conservés par son père. Elle cherchait quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait offrir une solution à leur situation désespérée. Thomas entra sans frapper, 2 tasses de café à la main. « Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas ?» Élise accepta la tasse avec gratitude. « J'ai eu une idée hier, après le départ de maître Dufresne. Je pensais que était fou, mais plus j'y réfléchis. Je t'écoute, dit Thomas en s'asseyant face à elle. Wagner, commença Élise, hésitante. Tu te souviens de ce que papa disait toujours à son sujet? Thomas sourit faiblement. Ce n'est pas un cheval, c'est un phénomène de la nature. Exactement. Et ce N n'était pas qu'une façon de parler. Wagner a remporté le Grand Prix de Compiègne 3 années consécutives. Il a des gènes exceptionnels que les éleveurs s'arracheraient. Tu penses à l'utiliser comme reproducteur? Demanda Thomas, sceptique. Élise, c'est déjà le cas, et ça ne suffit pas à couvrir nos dettes. Non, pas comme ça, répondit-elle en extrayant un dossier d'une pile. Regarde ce document. C'est un rapport d'analyse génétique que papa a fait réaliser il y a 2 ans. Les marqueurs de Wagner sont exceptionnels pour la vitesse et l'endurance. Des qualités recherchées par les éleveurs de chevaux de course, compléta Thomas, commençant à comprendre. Mais Wagner n'est pas un pur sang. Il n'a jamais couru sur un hippodrome. Non, mais ses descendants pourraient. Élise sortit un autre document. J'ai trouvé ça hier soir. Une correspondance entre papa et Marcel Beaumont. Thomas siffla doucement. Marcel Beaumont, le propriétaire du haras des 4 vents? Lui-même.
Il s'intéressait au potentiel de Wagner pour améliorer sa lignée de pur sang. Ils étaient en négociation avancée avant l'accident. Un nouvel espoir s'allumait dans les yeux de Thomas. « Tu crois que Beaumont serait encore intéressé ?»« Je ne sais pas, » admit Élise, « mais c'est notre meilleure chance. Si nous pouvons établir un contrat d'exclusivité pour les saillies de Wagner avec un élevage prestigieux comme celui des Quatre Vents, cela pourrait nous apporter suffisamment pour commencer à rembourser la dette, tout en gardant le haras et Wagner. » Thomas médita l'idée en silence, pesant le pour et le contre. « Ça vaut la peine d'essayer, » dit-il finalement. Mais Beaumont a la réputation d'être un homme d'affaires impitoyable. Il ne fera pas de sentiments. Alors, nous lui parlerons le seul langage qu'il comprend, celui du profit, répondit Élise avec une détermination nouvelle. Dans les jours qui suivirent, Élise prépara minutieusement son dossier. Elle compila toutes les données sur les performances de Wagner, ses analyses génétiques, les succès de ses premiers descendants. Elle consulta des vétérinaires équins renommés pour obtenir des attestations sur son potentiel exceptionnel. Thomas, quant à lui, mobilisa ses contacts dans le monde des courses pour évaluer l'intérêt potentiel du marché. Parallèlement, Élise n'avait pas rompu le rituel matinal avec Wagner. Chaque jour, à 5 heures précises, elle lui apportait sa pomme. Progressivement, l'étalon semblait retrouver un peu de son ancienne vigueur, comme s'il percevait qu'un nouvel espoir était né. Un matin, alors qu'Élise brossait son encolure, Antoine entra précipitamment dans le box. « Mademoiselle, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Il dit que c'est urgent. » Élise fronça les sourcils. « Qui est-ce ? » ?»« Un certain monsieur Girard. Philippe Girard. » Le nom ne lui disait rien. Elle termina de brosser Wagner, puis se dirigea vers la maison où l'inconnu attendait. Dans le salon, un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu, se tenait debout, observant les photos au mur. « Monsieur Girard, je suis Élise Moreau. » L'homme se tourna, révélant un visage aux traits fins et au regard perçant. « Mademoiselle Moreau, merci de me recevoir sans rendez-vous. Que puis-je faire pour vous ?» demanda Élise, intriguée par la présence de cet étranger. « Je suis journaliste pour Équestre Magazine », expliqua-t-il en lui tendant une carte de visite. « J'y étais présent aux funérailles de votre père. J'ai photographié ce moment extraordinaire avec Wagner. » Élise se raidit. « Oh, si vous êtes venu pour un article sensationnaliste. »« Non, non » l'interrompit Girard, levant les mains en signe d'apaisement. « Je suis venu pour autre chose. Voyez-vous, mon reportage a généré un intérêt inattendu. Des lecteurs du monde entier ont été touchés par cette histoire, et pas seulement des lecteurs ordinaires. » Il sortit de sa sacoche une enveloppe qu'il tendit à Élise. « Ceci est une lettre de la comtesse de Beauregard. »« La comtesse ?» répéta Élise, stupéfaite. « La propriétaire des écuries royales de Chantilly. Elle-même. Elle a été profondément émue par votre histoire et elle souhaite vous rencontrer. Elle s'intéresse particulièrement à Wagner. » Élise ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. La lettre, écrite sur un papier à en-tête élégant, confirmait les dires de Girard. La comtesse, célèbre pour son engagement dans la préservation des lignées équines exceptionnelles, invitait Élise à lui présenter Wagner lors d'une réception privée dans son domaine la semaine suivante. « C'est inattendu », murmura Élise, relisant la lettre pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. « La comtesse a une influence considérable dans le monde équestre », ajouta Girard. « Son soutien pourrait être déterminant pour l'avenir de votre haras. » Pour la première fois depuis la mort de son père, Élise sentit une véritable lueur d'espoir, comme si Jean-Pierre, de là où il était, continuait à veiller sur sa famille et son précieux Wagner. Le domaine de Chantilly se dressait majestueux dans la brume matinale, ses tours élégantes et ses jardins impeccables témoignant de siècles d'histoire aristocratique. Le vent transportant, Wagner s'engagea dans l'allée principale bordée de chênes centenaires, suivi par la voiture où Élise, Thomas et Antoine avaient pris place.
La jeune femme scrutait anxieusement par la fenêtre, impressionnée malgré elle par la grandeur du lieu. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes ici », murmura Thomas. La comtesse de Beauregard est pratiquement une légende dans le monde équestre, une légende qui pourrait sauver notre haras, répondit Élise, serrant nerveusement le dossier qu'elle avait préparé sur Wagner. Antoine, au volant, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Comment va notre champion ? » « Il est calme, » dit Élise après avoir vérifié l'état de Wagner par la petite fenêtre qui reliait la voiture au van. Presque comme s'ils savaient l'importance de cette journée. Ils furent accueillis devant les écuries par un majordome en livrée qui les conduisit jusqu'à un paddock magnifiquement entretenu. Plusieurs personnes attendaient déjà, parmi lesquelles se détachait une femme élégante d'une 60aine d'années, dont la posture droite et le regard vif trahissaient une autorité naturelle. « Mademoiselle Moreau », salua-t-elle en s'avançant vers Élise. « Je suis Hélène de Beauregard. Bienvenue à Chantilly. » Élise s'inclina légèrement, intimidée par la présence de cette femme dont la réputation dans le milieu équestre N était plus à faire. « Madame la comtesse, c'est un honneur. Je vous présente mon frère Thomas et notre palefrenier, Antoine Leroy. » La comtesse les salua d'un hochement de tête avant de tourner son attention vers le van. « Et voici donc le fameux Wagner dont tout le monde parle. »« Oui, madame, » confirma Élise. « Souhaitez-vous que nous le présentions maintenant ?»« Avec plaisir. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter quelques personnes qui seront très intéressées par votre étalon. » La comtesse fit signe à un petit groupe qui se tenait en retrait. Élise reconnut avec stupeur Marcel Beaumont, le propriétaire du haras des 4 Vents avec qui son père avait été en négociation. À ses côtés se tenaient 2 autres figures bien connues du monde hippique, Jacques Renoir, éleveur renommé, et François Delorme, directeur du syndicat des éleveurs de pur sang. « Vous les avez tous invités ?» balbutia Élise, comprenant soudain la portée potentielle de cette rencontre. La comtesse sourit, une lueur malicieuse dans le regard. « Disons que votre histoire m'a touché, mademoiselle Moreau. Et dans notre milieu, une histoire touchante, doublée d'un potentiel génétique exceptionnel, mérite une audience appropriée. » Antoine et Thomas déchargèrent Wagner avec précaution. Elle, Étalon émergea du van avec grâce, sa robe alezane luisant sous le soleil qui perçait maintenant la brume. Il renifla l'air nouveau, ses oreilles dressées en alerte, mais sans montrer de signe de nervosité. « Magnifique !» souffla la comtesse. « Il a une présence extraordinaire. » Marcel Beaumont s'approcha, son regard expert évaluant chaque aspect de Wagner. « Jean-Pierre avait raison, » dit-il à Élise. « Votre étalon est exceptionnel. J'y étais en pourparlers avec votre père, vous savez. »« Je sais, » répondit Élise. « J'ai trouvé votre correspondance, » Beaumont hocha la tête, « une grande perte pour notre milieu, votre père. Un homme d'honneur et un éleveur visionnaire. » Wagner fut conduit au centre du paddock, où Antoine le fit marcher puis trotter en cercle, mettant en valeur sa démarche élégante et puissante. Les experts observaient en silence, échangeant parfois des regards entendus ou des murmures appréciateurs. « Il a 9 ans, c'est bien cela ?» demanda Jacques Renoir. « Oui, » confirma Élise, « et il est en parfaite santé. Tous ses examens vétérinaires sont dans le dossier que j'ai apporté, ainsi que ses analyses génétiques. »« Ah, les fameuses analyses !» intervint François Delorme avec intérêt. « J'en ai entendu parler. On dit que ces marqueurs pour la vitesse sont exceptionnels. »« Ils le sont, » affirma Élise, gagnant en assurance. Wagner combine des gènes rares qui favorisent à la fois l'endurance et l'explosivité. Ses premiers descendants montrent déjà des performances remarquables. La discussion technique se poursuivit pendant que Wagner continuait sa démonstration. Élise répondait aux questions avec précision, puisant dans toutes les connaissances acquises auprès de son père et dans ses recherches récentes. Thomas intervenait parfois pour compléter, formant avec sa sœur un duo convaincant.
Après la présentation, la comtesse invita tout le monde à un déjeuner dans la terrasse du château. Sous les parasols blancs, face aux jardins à la française, la conversation prit un tour plus personnel. Votre père et moi avons concouru l'un contre l'autre dans les années 80, raconta la comtesse à Élise. Il montait un hongre bai brun. Comment s'appelait-il déjà? Tempête, répondit Élise en souriant. Papa racontait souvent cette histoire. Il disait que vous l'aviez battu d'un cheveu au Grand Prix de Deauville. C'est exact. Il avait une mémoire remarquable, votre père. La comtesse fit une pause, son regard devenant plus sérieux. J'ai appris pour vos difficultés financières. Élise se figea, surprise. Comment? Notre milieu est petit, ma chère. Et j'ai mes sources. Elle baissa la voix. La Banque agricole de Normandie appartient à mon cousin. Thomas intervint, tendu. Alors vous savez que nous avons 3 mois pour rembourser, ou nous perdrons le haras. C'est précisément pourquoi j'ai organisé cette rencontre aujourd'hui, affirma la comtesse. Elle fit un geste vers les autres invités qui discutaient un peu plus loin. Ces messieurs représentent les meilleures opportunités pour votre étalon. Monsieur Beaumont était déjà intéressé par un contrat d'exclusivité. Monsieur Renoir pourrait proposer un partenariat d'élevage. Et Monsieur Delorme, eh bien, il pourrait ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas. Pourquoi faites-vous cela pour nous? Demanda Élise, troublée par tant de générosité. La comtesse sourit doucement, une ombre de mélancolie traversant son regard. Disons que j'ai une dette envers Jean-Pierre, une très ancienne dette. Elle n'élabora pas davantage, laissant Élise et Thomas échanger un regard intrigué. Mais ils n'eurent pas le temps de s'interroger davantage. Marcel Beaumont s'approchait, son expression indiquant qu'il avait pris une décision. « Mademoiselle Moreau, commença-t-il, j'ai discuté avec mes collègues et nous sommes tous d'accord sur un point. Wagner représente une opportunité génétique exceptionnelle. J'aimerais vous faire une proposition formelle pour un contrat de saillie exclusive sur 5 ans. Le cœur d'Élise s'accéléra. Était exactement ce qu'elle espérait. Nous serions honorés de l'entendre, monsieur Beaumont. Cependant, poursuivit-il, il y a une condition. Laquelle? Demanda Thomas, soudain méfiant. Wagner devrait résider au haras des 4 vents pendant la durée du contrat. Nos installations sont spécialement conçues pour les étalons reproducteurs de haute valeur, avec un suivi vétérinaire permanent et des mesures de sécurité optimales. Le visage d'Élise se décomposa. Vous voulez que Wagner quitte notre haras? C'est non négociable, j'en ai peur, confirma Beaumont. C'est une question de logistique et d'efficacité. Mais Élise cherchait désespérément des arguments. Wagner est très attaché à son environnement. Le déplacer pourrait affecter son comportement, ses performances. Avec tout le respect que je vous dois, intervint Jacques Renoir, un cheval s'adapte. Surtout pour un contrat qui pourrait sauver votre haras familial. Élise sentit la panique monter en elle. La proposition de Beaumont était généreuse, probablement suffisante pour régler leurs dettes, mais l'idée de se séparer de Wagner, même temporairement, lui était insupportable. Ce haie n'était pas seulement un actif précieux, c'est était le dernier lien vivant avec son père, le gardien de ses souvenirs les plus chers. J'ai besoin de réfléchir, murmura-t-elle finalement. La comtesse, qui avait observé l'échange en silence, posa une main apaisante sur le bras de Élise. « Prenez votre temps, ma chère. Ce sont des décisions qui ne se prennent pas à la légère, mais le temps était justement ce qu'il n'avait pas. » L'horloge tournait, inexorable, rapprochant la famille Moreau de la date fatidique où il perdrait tout ce pourquoi Jean-Pierre avait travaillé toute sa vie. Le retour à Saint-Martin-des-Prés se fit dans un silence pesant. Wagner, dans son van, semblait partager l'humeur sombre de ses propriétaires. De temps à autre, Élise jetait un regard vers l'arrière, comme pour s'assurer que l'étalon était toujours là, qu'il n'avait pas déjà été emmené loin d'elle. 850 000 €, murmura Thomas, brisant finalement le silence.
Le contrat de Beaumont couvrirait la dette et nous laisserait même une marge pour investir dans le haras. Je sais, répondit Élise, la gorge serrée. Mathématiquement, c'est la solution parfaite. Mais, encouragea doucement Antoine, qui gardait les yeux fixés sur la route sinueuse. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffres, compléta Élise. Wagner n'est pas une machine qu'on peut déplacer à volonté. Il a une âme, des habitudes, des attachements. Et surtout, ajouta Thomas avec compréhension, il est tout ce qui nous reste de papa. Élise hocha la tête, reconnaissante que son frère comprenne. 5 ans, c'est si long. Et s'il tombait malade là-bas, s'il dépérissait loin de chez lui, Beaumont a les meilleurs vétérinaires de France, objecta Thomas, toujours pragmatique. Wagner serait traité comme un roi en exil, rétorqua Élise, regardant défiler le paysage normand. Ses collines douces et ses pommiers en fleurs lui semblaient soudain plus précieux que jamais, comme si elle aussi risquait de les perdre. À leur retour au Haras, Mathilde les attendait dans la cour, son visage trahissant son anxiété. « Alors » demanda-t-elle dès qu'ils descendirent de voiture. Thomas résuma la rencontre et la proposition de Beaumont. Le visage de Mathilde S. éclaira d'abord à l'annonce du montant, puis s'assombrit en comprenant la condition. « Oh, ma chérie » dit-elle en serrant Élise dans ses bras. « Quelle décision difficile !»« Je ne sais pas quoi faire, maman », avoua Élise, laissant enfin couler les larmes qu'elle retenait depuis Chantilly. « Je sais que c'est égoïste de refuser cette offre juste pour garder Wagner près de moi, mais l'idée qu'il parte... » « Ce n'est pas égoïste, » la rassura Mathilde. « C'est humain. Ton père aurait ressenti la même chose. » Pendant qu'Antoine s'occupait de Wagner, la famille Moreau se réunit dans la cuisine, autour de la vieille table en chêne où tant de décisions importantes avaient été prises au fil des ans. Ils pesèrent le pour et le contre. « Que nous avons encore 2 semaines avant de devoir donner notre réponse à Beaumont, » rappela Thomas. Peut-être devrions-nous explorer d'autres options entre-temps. Quelles options ? Demanda Mathilde, réaliste. Nous avons déjà contacté toutes les banques de la région. Personne ne veut nous accorder un nouveau prêt avec notre situation actuelle. Élise jouait distraitement avec la pomme qu'elle avait posée sur la table, destinée à Wagner pour le lendemain matin. Une idée germait lentement dans son esprit, nourrie par un détail qui l'intriguait depuis leur visite à Chantilly. La comtesse a dit quelque chose d'étrange, réfléchit-elle à voix haute. Elle a parlé d'une dette envers papa, une très ancienne dette. Qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Mathilde, qui s'apprêtait à servir du thé, s'immobilisa, la théière en l'air. Une ombre passa sur son visage. « Hélène de Beauregard », murmura-t-elle, comme si elle parlait d'un fantôme. « Tu la connais » étonna Thomas. « Pas personnellement », répondit Mathilde en reposant la théière. « Mais votre père la connaissait. Très bien, même. » Élise et Thomas échangèrent un regard intrigué. « Comment ça ? Très bien, » insista Élise. Mathilde s'assit lentement, son regard se perdant dans le passé. C'était bien avant notre rencontre. Jean-Pierre avait à peine 20 ans. Il travaillait comme palefrenier aux écuries de Chantilly, pour se former auprès des meilleurs. Hélène était la fille du comte, pas encore héritière du domaine. Ils se sont aimés. « Papa et la comtesse » s'exclama Thomas, stupéfait. « Un amour impossible, bien sûr », poursuivit Mathilde avec un sourire mélancolique. Le comte n'aurait jamais accepté que sa fille unique épouse un simple palefrenier, aussi talentueux soit-il. Jean-Pierre a été renvoyé quand leur relation a été découverte. C'est à ce moment qu'il est revenu ici, pour reprendre le modeste élevage de son père. « Et la comtesse » demanda doucement Élise. « Elle a épousé l'homme que son père avait choisi pour elle. » Un mariage de raison, comme c'était souvent le cas dans ces familles. Mathilde marqua une pause. Votre père ne parlait presque jamais de cette période de sa vie. Je crois que la blessure a mis longtemps à cicatriser. Un silence pensif s'installa dans la cuisine.
Élise essayait d'imaginer son père, jeune et amoureux, vivant un amour contrarié digne d'un roman. Cela jetait une lumière nouvelle sur la comtesse et son désir d'aider la famille Moreau. « Elle se sent coupable », murmura Élise. Après toutes ces années, elle se sent encore coupable de n'avoir pas eu le courage de défier son père. Peut-être, concéda Mathilde, ou peut-être qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer, à sa façon. Thomas se leva brusquement, une nouvelle détermination dans le regard. Alors, nous devons retourner voir la comtesse. Seule, sans Beaumont et les autres. Il y a forcément une autre solution qu'elle pourrait nous aider à trouver. Élise hocha la tête, l'espoir renaissant. Tu as raison, je vais l'appeler dès demain. Ce soir-là, avant de se coucher, Élise se rendit à l'écurie. Wagner l'accueillit avec un hennissement doux, comme s'il sentait son trouble. « Je ne te laisserai pas partir », murmura-t-elle en appuyant son front contre l'encolure chaude de l'animal. « Je te le promets. » Dans l'obscurité de l'écurie, elle crut presque entendre la voix de son père lui répondre « Tiens toujours tes promesses, ma fille, comme je l'ai toujours fait. » Le château de Chantilly se dressait dans la lumière dorée du couchant lorsque Élise franchit les grilles pour la seconde fois. Cette fois, elle était venue seule, sans Wagner, sans Thomas, sans Antoine. Juste elle et les questions qui tourbillonnaient dans son esprit depuis les révélations de sa mère. La comtesse avait répondu à son appel avec une rapidité surprenante, l'invitant pour un thé privé le jour même. Certaines conversations nécessitent de l'intimité, avait-elle dit au téléphone, sa voix trahissant une émotion que Élise n'avait pas perçue lors de leur première rencontre. Un majordome la conduisit, non pas vers les salons officiels, mais vers un petit pavillon au milieu des jardins. La comtesse l'y attendait, vêtue avec une simplicité élégante qui contrastait avec son apparence plus formelle de la veille. « Merci d'être venue, Élise, » dit-elle en lui faisant signe de s'asseoir face à elle. « Je me doutais que nous aurions cette conversation tôt ou tard. Ma mère m'a parlé de vous et mon père, » commença directement Élise, sentant qu'il était inutile de tourner autour du pot avec cette femme qui avait traversé les décennies en gardant son secret. La comtesse sourit tristement. Mathilde a toujours été d'une franchise rafraîchissante. C'est ce que Jean-Pierre aimait chez elle, je suppose. Elle se leva et se dirigea vers une petite commode en bois précieux. Elle en sortit un coffret ancien qu'elle posa délicatement sur la table entre elles. « J'ai conservé quelques souvenirs », expliqua-t-elle en l'ouvrant. « Des fragments d'une vie qui aurait pu être la mienne. » À l'intérieur, Élise découvrit des photographies jaunies par le temps, des lettres soigneusement pliées et, au centre, un ruban bleu décoloré. C'était le ruban de mon chapeau, le jour où nous nous sommes rencontrés, raconta la comtesse, caressant le tissu usé. Jean-Pierre participait à un concours, comme simple palefrenier. Je l'ai vu avant même de voir le cheval qu'il présentait. Il avait cette présence, cette lumière intérieure que vous avez héritée, Élise. Elle lui tendit une photographie. Un jeune homme au sourire éblouissant, tellement semblable à celui de Thomas, tenait les rênes d'un magnifique cheval noir. À ses côtés, une jeune femme élégante le regardait avec une admiration non dissimulée. « Nous avions 20 ans, » poursuivit la comtesse. « Âge où l'on croit que l'amour peut tout conquérir, même les barrières sociales érigées depuis des siècles. Que s'est-il passé exactement ?» demanda doucement Élise. « Mon père a découvert notre relation. Il a menacé de ruiner Jean-Pierre, de s'assurer qu'il ne trouve plus jamais de travail dans le monde équestre. » La comtesse soupira. « Et j'ai cédé. J'ai choisi la sécurité, le nom, l'héritage. J'ai épousé le comte de Beauregard comme on me l'avait toujours destiné, et mon père. Il est parti avec dignité, sans faire de scandale, sans chercher à me reconquérir. Il m'a simplement dit qu'il comprenait, mais qu'un jour, je regretterais d'avoir choisi ce qui était attendu plutôt que ce qui était juste. » Elle sourit mélancoliquement. « Et comme toujours,
Jean-Pierre avait raison. Élise assimila ces informations, essayant d'imaginer la douleur que son père avait dû ressentir, le courage dont il avait fait preuve pour recommencer sa vie, construire son propre haras à partir de presque rien. La dette dont vous parliez, commença-t-elle, n'est pas seulement sentimentale, compléta la comtesse. Quand Jean-Pierre est parti, il a laissé derrière lui un projet. Un projet révolutionnaire d'élevage sélectif qui combinait les meilleures lignées de chevaux de sport et de course. Elle sortit une liasse de papier jauni du coffret. Des diagrammes complexes, des calculs, des arbres généalogiques équins minutieusement dessinés à la main. J'ai utilisé ces recherches, admit-elle, sans jamais le créditer. Elles ont été la base de la renaissance des écuries de Beauregard après la mort de mon père. Notre réputation actuelle repose en grande partie sur le travail de Jean-Pierre. Élise sentit une vague d'indignation monter en elle. « Vous avez volé son travail ? » ?»« Je l'ai utilisé, oui, et j'en ai tiré une fortune considérable. » La comtesse la regarda droit dans les yeux. « C'est pourquoi je veux vous aider aujourd'hui. Non pas par charité, Élise, mais par justice. » Un silence s'installa entre elles, troublé seulement par le chant lointain des oiseaux dans les jardins. Élise repensait à son père, à sa générosité, à sa passion pour ses chevaux. Il n'avait jamais mentionné ce projet volé, jamais exprimé d'amertume envers la comtesse. Il avait simplement continué à avancer, à construire sa propre vie. Quelle forme prendrait cette justice ? Demanda finalement Élise. La comtesse se redressa. « J'ai une proposition à vous faire, une alternative au contrat de Beaumont. Je vous écoute. Wagner restera au haras Moreau. Je financerai personnellement la modernisation de vos installations pour qu'elles répondent aux standards les plus élevés en matière de reproduction équine. En échange, je souhaite une participation de 25% dans les revenus générés par ces saillies pendant 10 ans. » Élise écarquilla les yeux. « Vous investiriez dans notre haras. Je rembourserai également votre dette auprès de la Banque agricole de Normandie. Considérez cela comme des royalties rétroactives sur le travail de votre père. » C était presque trop beau pour être vrai. Élise cherchait le piège, la condition cachée. « Et en contrepartie, demanda-t-elle, méfiante, je souhaite que le haras Moreau et les écuries de Beauregard collaborent officiellement. » Une association qui aurait dû exister depuis des décennies, la comtesse sourit, et je voudrais que le premier poulain né de Wagner sous ce nouveau partenariat porte le nom de « Second Chance ». Les yeux d'Élise s'embuèrent de larmes. Une seconde chance, pour le haras, pour la mémoire de son père, pour cette histoire d'amour inachevée. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle. « Pourquoi ne pas avoir proposé ce partenariat à mon père de son vivant ?» Le visage de la comtesse s'assombrit. La fierté, Élise, un poison lent qui nous ronge jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. J'ai essayé, une fois, il y a environ 15 ans. Jean-Pierre a refusé, poliment mais fermement. Il n'a jamais mentionné cette proposition. Est-ce étonna Élise. Il ne voulait probablement pas remuer le passé devant sa famille. La comtesse hésita avant d'ajouter « Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. » Elle extirpa une dernière enveloppe du coffret, visiblement plus récente que les autres documents. Ceci est arrivé 3 jours avant sa mort. Élise prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle, écriture sur le devant, était incontestablement celle de son père. Elle l'ouvrit et commença à lire la lettre qu'elle contenait. « Chère Hélène, disait-elle, après toutes ces années, je me retrouve à reconsidérer votre proposition, non pas par nécessité financière, bien que les temps soient difficiles, mais parce que la vie m'a enseigné que certaines routes, même anciennes, méritent d'être réexplorées. Wagner représente l'aboutissement de ce projet que nous avions imaginé ensemble il y a si longtemps. Peut-être est-il temps de boucler la boucle. Si vous êtes toujours disposé à discuter d'un partenariat, je serai heureux de vous rencontrer. »
La lettre se terminait par une signature élégante, celle que Jean-Pierre réservait aux documents importants. « Il allait accepter », murmura Élise, bouleversée. « Oui », confirma doucement la comtesse. « Le destin a un sens de l'ironie particulièrement cruel, n'est-ce pas? Nous étions sur le point de réconcilier nos passés quand il nous a quittés. » Élise replia soigneusement la lettre, tentant d'assimiler cette révélation. Son père, toujours si déterminé, si indépendant, avait finalement décidé de tendre la main vers son passé. Wagner était plus qu'un simple cheval pour lui, dit-elle finalement. Il représentait à la fois son accomplissement personnel et une forme de réconciliation avec ce qu'il avait perdu. C'est exactement cela, acquiesça la comtesse. Jean-Pierre a toujours eu cette capacité à transformer la douleur en création. Wagner est son chef de œuvre. Élise se leva, soudain déterminée. « J'accepte votre proposition, Madame la Comtesse. Non seulement pour sauver notre Arras, mais parce que c'est ce que mon père aurait voulu. » La comtesse se leva à son tour, une émotion rare illuminant son visage habituellement composé. « Vous lui ressemblez tellement, Élise, pas seulement physiquement, mais dans cette lumière intérieure, cette détermination tranquille. » Elles se serrèrent la main, scellant un accord qui transcendait les simples considérations commerciales. C'était un pont jeté par-dessus des décennies de silence, une réconciliation posthume qui honorait la mémoire d'un homme qui avait su aimer sans condition et pardonner sans réserve. L'automne s'installa sur la Normandie, transformant les vastes prairies vertes du Haras Moreau en un kaléidoscope de rouges et d'or. L'accord avec la comtesse de Beauregard avait été officialisé 3 semaines après leur rencontre intime. Et déjà, le domaine bourdonnait d'une activité nouvelle. Des ouvriers s'affairaient à la modernisation des écuries, installant des systèmes de ventilation sophistiqués, rénovant les boxes pour les rendre plus spacieux et confortables. D'autres travaillaient à l'agrandissement du manège couvert, permettant l'entraînement des chevaux même pendant les rigueurs de l'hiver normand. Élise, debout sur la colline qui surplombait le haras, observait cette transformation avec un mélange de gratitude et de mélancolie. Elle aurait tant souhaité que son père puisse voir cela, le rêve de toute une vie qui prenait enfin forme, même si c'était par des chemins qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mademoiselle Élise, la voix de Pierre Leclerc, le jeune architecte mandaté par la comtesse pour superviser les travaux, la tira de sa rêverie. Grand et élancé, avec des lunettes qui lui donnaient un air studieux, Pierre avait rapidement gagné le respect de la famille Moreau par son professionnalisme et sa sensibilité à l'histoire du lieu. Les plans pour le nouveau laboratoire de reproduction sont arrivés, annonça-t-il en lui tendant un rouleau de papier. La comtesse a suggéré quelques modifications que j'aimerais vous soumettre. Élise déroula les plans, ses yeux parcourant rapidement les annotations techniques. Le laboratoire était l'élément central du projet de modernisation, celui qui permettrait au haras de gérer intégralement le processus de reproduction des étalons d'exception comme Wagner. Elle veut l'agrandir ? Remarqua Élise, surprise par l'ampleur des changements proposés. Pas seulement l'agrandir, expliqua Pierre avec enthousiasme, en faire l'un des centres de reproduction équine les plus avancés d'Europe. Avec ces équipements, vous pourriez non seulement gérer les saillies sur place, mais aussi développer un programme de conservation génétique, préserver le sperme des étalons exceptionnels pour les générations futures. Élise leva les yeux vers lui, soudain frappée par la vision à long terme que ces plans représentaient. Ce n'était pas simplement une solution à leurs problèmes immédiats, c'était une transformation qui assurerait la pérennité du haras bien au-delà de leur génération. « C'est exactement ce que mon père aurait voulu », murmura-t-elle, émue. Pierre hocha la tête, son regard s'attardant un peu trop longtemps sur le visage de Élise. « La comtesse m'a raconté l'histoire de votre père, de son projet original. Ces plans sont en grande partie inspirés de ses notes, vous savez. »« Vraiment »
Oui, elle m'a confié des copies de ces diagrammes. Votre père était un visionnaire, mademoiselle Moreau. 50 ans en avance sur son temps en matière de sélection génétique équine. Cette révélation réchauffa le cœur d'Élise. L'idée que les concepts développés par son père dans sa jeunesse trouvent enfin leur concrétisation lui semblait être une forme de justice poétique. Ils redescendirent ensemble vers le haras, discutant des détails techniques et du calendrier des travaux. Dans la cour principale, Thomas supervisait le déchargement d'un camion rempli d'équipements modernes pour les nouvelles écuries. « Élise » appela-t-il dès qu'il l'aperçut. « Viens voir ça !» Les nouveaux systèmes d'abreuvement automatique sont arrivés. Son enthousiasme était contagieux. Depuis l'accord avec la comtesse, Thomas avait retrouvé une énergie que Élise ne lui avait pas vue depuis longtemps. Il s'investissait corps et âme dans la transformation du haras, étudiant les dernières avancées en matière d'élevage, consultant des experts, élaborant des stratégies pour l'avenir. « C'est impressionnant », commenta Élise en examinant les équipements. « Wagner va vivre comme un roi. » À la mention de El Étalon, Thomas sourit. « À propos de notre star, le docteur Lambert vient d'arriver pour son examen mensuel. Il t'attend à El Écurie. » Le docteur Lambert, vétérinaire équin renommé, avait été engagé par la comtesse pour veiller sur la santé de Wagner. Ses honoraires auraient été prohibitifs pour la famille Moreau avant leur accord, mais maintenant, sa présence régulière au haras témoignait de l'importance accordée au bien-être de El Étalon. Élise le trouva près du box de Wagner, en grande conversation avec Antoine. Le vétérinaire, un homme d'une 50aine d'années au visage tanné par des années passées en extérieur, sourit en la voyant approcher. « Ah, mademoiselle Moreau. Je disais justement à Antoine que Wagner est en pleine forme. Sa condition physique est exemplaire et son taux de fertilité... » Il s'interrompit, réalisant peut-être que ces termes techniques N étaient de pas appropriés. Disons simplement qu'il promettait être un reproducteur exceptionnel. « C'est une excellente nouvelle, » répondit Élise, caressant l'encolure de Wagner qui avait passé sa tête par-dessus la porte de son box. « Et il y a autre chose, » ajouta le vétérinaire, son ton devenant plus sérieux. « La comtesse m'a parlé d'un projet de prélèvement et de conservation de semences. Si vous êtes d'accord, nous pourrions commencer les tests préliminaires dès la semaine prochaine. » Élise hésita. Cette procédure, bien que courante dans les grands haras, n'avait jamais été pratiquée chez les Moreau. Jean-Pierre avait toujours préféré les méthodes naturelles de reproduction. « Et est-ce que ce sera inconfortable pour lui ?» demanda-t-elle, soucieuse du bien-être de Wagner. Le docteur Lambert sourit avec bienveillance. « C'est une procédure très standardisée et Wagner sera manipulé avec le plus grand soin, mais je comprends vos réserves. Peut-être aimeriez-vous assister à une démonstration dans un autre haras avant de prendre votre décision? Ce serait préférable, oui. Je peux organiser cela, intervint Pierre, qui les avait rejoints silencieusement. Le haras des Trois Chênes, près de Deauville, utilise les mêmes techniques que celles que nous prévoyons d'installer ici. Je pourrais vous y accompagner si vous le souhaitez. Le regard qu'il lança à Élise contenait plus qu'une simple proposition professionnelle, et elle sentit ses joues s'empourprer légèrement. Antoine, toujours observateur, dissimula un sourire entendu. « Ce serait très utile, merci », répondit-elle, détournant rapidement son attention vers Wagner pour masquer son trouble. Plus tard ce soir-là, alors que le haras s'endormait et que les ouvriers avaient quitté le domaine, Élise retourna aux écuries. Était devenu son rituel quotidien, un moment de calme et de connexion avec Wagner après les journées frénétiques de travail et de décision. Elle, Étalon, l'accueillit avec un hennissement doux, presque comme un murmure. Élise entra dans son box et s'assit sur une botte de paille fraîche, permettant à Wagner de poser sa tête massive sur ses genoux. Dans ces instants de quiétude, elle avait l'impression que l'esprit de son père était encore présent,
veillant sur eux à travers ce lien spécial qu'il partageait avec le cheval. « Tant de changements, Wagner », chuchota-t-elle en caressant son chanfrein. « Je me demande parfois si nous faisons ce qu'il faut. Si papa approuverait toutes ces nouvelles technologies, ces méthodes modernes ?» Wagner souffla doucement, comme pour la rassurer. « La comtesse veut que nous présentions officiellement notre partenariat lors du Salon du Cheval à Paris, le mois prochain, continua-t-elle. Elle dit que ce sera l'occasion parfaite de relancer la réputation du Haras Moreau sur la scène internationale. Tu seras la vedette, bien sûr. L'idée de présenter Wagner dans un environnement aussi bruyant et stressant qu'un salon parisien l'inquiétait. Elle et Talon avaient toujours vécu dans la tranquillité de la campagne normande, entourés des mêmes personnes, des mêmes odeurs familières. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » soupira-t-elle. « Et si tu paniques? Si tout ce bruit, toute cette foule te perturbe? » Il s'adaptera. La voix de Mathilde la fit sursauter. Sa mère se tenait dans l'encadrement de la porte du box, une couverture sur les épaules pour se protéger de la fraîcheur nocturne. « Maman, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Je pourrais te poser la même question, » sourit Mathilde en entrant dans le box. Elle s'accroupit à côté d'Élise, tendant une main vers Wagner qui la renifla avec curiosité. « J'ai vu de la lumière dans les écuries. Je me doutais que je te trouverais ici. » « Je m'inquiète pour lui, » admit Élise. « Tous ces changements, et maintenant le salon du cheval. Wagner est plus fort que tu ne le crois, » répondit doucement Mathilde. « Tout comme toi. » Elle observa sa fille avec tendresse et fierté. « Tu sais, ces dernières semaines, je t'ai vu t'épanouir d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Tu as pris des décisions difficiles, tu as négocié avec la comtesse d'égal à égal, tu supervises cette transformation incroyable du Haras. J'essaie juste de faire ce que papa aurait fait, murmura Élise. Non, corrigea Mathilde avec fermeté. Tu fais ce que Élise Moreau ferait, et c'est parfait ainsi. Elle fit une pause, hésitante. D'ailleurs, en parlant de faire des choses pour toi-même, j'ai remarqué la façon dont Pierre te regarde. Élise sentit ses joues s'enflammer à nouveau. Maman, c'est juste l'architecte du projet. Un architecte très attentionné qui trouve toujours une raison de venir te consulter personnellement, taquina Mathilde, et plutôt séduisant, si je peux me permettre. Je n'ai pas le temps pour ça, protesta faiblement Élise. Avec tout ce qui se passe au Haras. La vie continue, ma chérie, dit doucement Mathilde. Ton père voudrait que tu sois heureuse, pas seulement que tu préserves son héritage. Ces paroles résonnèrent profondément en Élise. Depuis la mort de Jean-Pierre, elle s'était tellement concentrée sur sa mission de sauver le Haras qu'elle en avait presque oublié de vivre sa propre vie. « Je vais y réfléchir », concéda-t-elle finalement. « C'est tout ce que je demande. » Mathilde se leva, ajustant sa couverture. « Maintenant, viens te coucher. Demain sera une autre journée chargée. » Alors qu'elle quittait l'écurie, Élise jeta un dernier regard à Wagner. Elle et Talon semblaient paisibles, confiants dans l'avenir qui se dessinait pour lui. Peut-être était-il temps qu'elle aussi fasse confiance, non seulement au destin du Haras, mais aussi à son propre chemin. La lumière éteignit dans l'écurie, mais l'espoir qui était rallumé dans le cœur d'Élise continuerait de briller bien après cette nuit étoilée. Le salon du cheval de Paris resplendissait de lumières et d'animations. Dans l'immense hall du parc des expositions, les stands des plus prestigieux haras de France et d'Europe rivalisaient d'élégance, attirant une foule d'amateurs, de éleveurs et de simples curieux. L'espace alloué aux Haras Moreau et aux écuries de Beauregard, stratégiquement situées près de l'entrée principale, ne désemplissait pas depuis l'ouverture des portes. Élise, vêtue d'une veste de équitation bleu marine qui mettait en valeur sa silhouette élancée, expliquait avec passion le nouveau programme des élevages à un groupe de professionnels visiblement intéressés. À ses côtés,
Thomas distribuait des brochures luxueuses détaillant les installations modernisées du haras et les services proposés. « Et quand prévoyez-vous les premières naissances issues de ce partenariat ?» demanda un éleveur allemand réputé. « Le premier poulain, que nous avons déjà baptisé Second Chance, devrait naître au printemps prochain, » répondit Élise. « Nous avons sélectionné une jument exceptionnelle des écuries de Beauregard, dont la lignée complémente parfaitement celle de Wagner. » La mention du nom de L. Étalon faisait invariablement tourner les têtes. Wagner était l'attraction vedette du salon, installé dans un box spécialement aménagé où les visiteurs pouvaient l'admirer à distance respectueuse. L'histoire de son comportement lors des funérailles de Jean-Pierre Moreau avait fait le tour du monde équestre, ajoutant une dimension presque mystique à sa réputation déjà établie de champion. Mademoiselle Moreau. Élise se retourna pour découvrir Pierre Leclerc, l'architecte, qui se frayait un chemin à travers la foule. Ces dernières semaines, leur relation professionnelle était progressivement teintée d'une complicité personnelle que Élise n'essayait plus de nier, du moins à elle-même. « La comtesse vient d'arriver », annonça-t-il. « Elle vous attend près de l'espace VIP pour la conférence de presse. J'arrive tout de suite. » Elle se tourna vers Thomas. « Tu peux prendre le relais ?» Son frère lui adressa un clin d'œil complice. « Bien sûr. » File rejoindre la comtesse et ton architecte. Élise leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher de sourire. Alors qu'elle suivait Pierre à travers la foule, il lui glissa discrètement « Tu es magnifique aujourd'hui. Enfin, tu l'es tous les jours, mais aujourd'hui particulièrement. »« Merci, » répondit-elle, sentant une chaleur agréable envahir ses joues. « C'est la veste de mon père. » « Je voulais qu'il soit un peu présent pour ce grand jour. » Pierre lui serra brièvement la main. « Il serait tellement fier de toi, Élise. » La comtesse de Beauregard attendait dans un salon privé adjacent à l'espace presse. Élégante comme toujours dans un tailleur gris perle, elle semblait néanmoins nerveuse, un état inhabituel pour cette femme habituellement si maîtresse d'elle-même. « Ah, Élise, dit-elle en l'apercevant, parfait timing. Les journalistes sont prêts. Est-ce que tout va bien, madame ?» s'enquit Élise, percevant son agitation. La comtesse hésita, puis sourit faiblement. « C'est simplement émouvant. Présenter publiquement ce partenariat, être à tes côtés, sachant que Jean-Pierre aurait dû être là. » Elle se ressaisit visiblement. Mais ce n'est pas le moment de s'abandonner à la nostalgie. « Nous avons une annonce à faire. » La conférence de presse se déroula parfaitement. La comtesse présenta avec éloquence la vision du nouveau partenariat, soulignant l'excellence génétique de Wagner et la renaissance du haras Moreau. Élise, initialement intimidée par les caméras et les micros, trouva sa voix pour parler avec passion des traditions d'élevage héritées de son père et de leur combinaison avec les techniques les plus modernes. Cette collaboration représente bien plus qu'un simple partenariat commercial, conclut la comtesse. C'est la réconciliation de deux visions, de deux héritages qui auraient toujours dû être unis. Seule Élise et quelques proches comprenaient la profondeur personnelle de cette déclaration. Après la conférence, alors que les journalistes se dispersaient, un homme d'une soixantaine d'années, au visage sévère encadré de cheveux grisonnants, s'approcha d'elle. « Une belle performance médiatique, Hélène, » dit-il d'un ton glacial. « Presque aussi convaincante que celle que tu as donnée il y a 40 ans en épousant mon père. » La comtesse pâlit visiblement. « Laurent, je ne savais pas que tu serais là. » « Évidemment. Tu ne m'invites plus à tes petits événements depuis longtemps. » Son regard se tourna vers Élise. « Mademoiselle Moreau, je présume, Laurent de Beauregard, le fils de la comtesse et du regretté comte. » Élise sentit immédiatement la tension entre la mère et le fils. « Enchanté, monsieur de Beauregard. J'imagine que ma mère vous a raconté sa version de l'histoire, » poursuivit-il avec un sourire sans chaleur. « Comment votre père et elle étaient des amants contrariés par un destin cruel.
Laurent, je t'en prie, intervint la comtesse, sa voix habituellement assurée, maintenant presque suppliante. Ce qu'elle a probablement omis de mentionner, continua-t-il implacablement, c'est que son intérêt soudain pour votre haras n'est pas uniquement sentimental. Les écuries de Beauregard sont au bord de la faillite, mademoiselle Moreau. Ce généreux investissement dans votre affaire familiale est en réalité sa dernière carte pour sauver notre nom. La révélation frappa Élise comme un coup physique. Elle se tourna vers la comtesse, cherchant dans son regard une dénégation, mais n'y trouva qu'une honte muette. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle doucement. « Pas entièrement », répondit la comtesse, évitant son regard. « Nous avons connu des difficultés, c'est vrai, mais... » « Des difficultés ?» ricana Laurent. « 3 propriétés vendues en 2 ans, des chevaux bradés à l'étranger, et maintenant ce partenariat désespéré avec le haras du grand amour de jeunesse. Appelle ça comme tu veux, mère, mais le reste du monde appelle ça la faillite. » Un silence pesant s'installa. Élise tentait d'assimiler cette information, se demandant si tout ce qu'elle avait cru, la rédemption, la justice pour son père, la sincérité de la comtesse, n'avait été qu'une illusion. « Je pense que nous devrions discuter de cela en privé, » dit-elle finalement, retrouvant son sang-froid. « Ce n'est ni le lieu, ni le moment. » Laurent s'inclina avec une politesse moqueuse. « Comme vous voulez, mademoiselle Moreau. Mais méfiez-vous des contes de fées que raconte ma mère, ils finissent rarement bien pour ceux qui y croient. » Illès éloigna, laissant derrière lui un malaise palpable. La comtesse semblait soudain plus âgée, plus fragile. « Élise, commença-t-elle, je peux tout expliquer. » Mais à cet instant précis, un cri retentit depuis l'espace principal du salon, suivi d'une agitation croissante. « C'est Wagner !» s'exclama quelqu'un. « Ah, l'étalon est devenu fou !» Élise se précipita vers l'espace d'exposition, son cœur battant à tout rompre. Elle fendit la foule qui s'était amassée autour du box de Wagner, entendant les hennissements frénétiques de elle étalon bien avant de l'apercevoir. Le spectacle qui l'attendait la glaça d'effroi. Wagner se cabrait violemment, ses sabots frappant les parois du box avec une force terrifiante. Ses yeux, habituellement si doux, étaient dilatés par la panique. Antoine et 2 agents de sécurité tentaient vainement de le calmer. « Que s'est-il passé ?» cria Élise par-dessus le tumulte. « Un flash !» répondit Antoine, esquivant de justesse un coup de sabot. Un photographe s'est trop approché avec son flash. Wagner a paniqué et maintenant, Élise comprit immédiatement. L'étalon, déjà stressé par l'environnement bruyant et inconnu, avait été poussé au-delà de ses limites. Dans cet état, il était dangereux pour lui-même, pour les autres et pour la réputation du haras. « Écartez-vous, tous !» ordonna-t-elle, s'approchant de la porte du box. « Élise, non !» Thomas avait surgi de nulle part, tentant de la retenir. Il est incontrôlable, mais Élise était déjà entrée dans le box, refermant rapidement la porte derrière elle. Face à Wagner, elle resta immobile, dos plaqué contre la paroi, ne faisant aucun geste brusque. « Tout va bien, mon beau », murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le chaos ambiant. « Tout va bien. » Wagner se cabra à nouveau, ses sabots avant s'abattant dangereusement près d'elle. Élise ne broncha pas. Elle savait que fuir ou montrer sa peur ne ferait qu'aggraver la situation. « C'est moi, Wagner, c'est Élise », continua-t-elle doucement, « comme chaque matin, avec ta pomme. » À la mention de ce rituel familier, quelque chose sembla changer dans le regard affolé de l'étalon. Ses oreilles, plaquées en arrière jusqu'alors, se redressèrent légèrement, attentives. Élise saisit cette opportunité et plongea lentement la main dans la poche de sa veste, en sortant un objet rouge et rond qu'elle avait gardé comme une sorte de talisman pour ce grand jour. « Regarde ce que j'ai », chuchota-t-elle, tendant la pomme sur sa paume ouverte. Wagner renâcla, hésitant. Puis, lentement, presque imperceptiblement, il abaissa son encolure, son souffle chaud effleurant la main d'Élise.
Ses naseaux frémirent, reconnaissant l'odeur familière. « C'est ça », encouragea-t-elle, « comme à la maison, comme avec papa. » Autour d'eux, la foule retenait son souffle. Des caméras filmaient la scène, immortalisant ce moment extraordinaire où une jeune femme, par sa seule présence et sa connexion avec l'animal, parvenait à apaiser un étalon déchaîné. Wagner prit délicatement la pomme, la gardant entre ses lèvres sans la croquer, exactement comme il l'avait fait au cimetière. Puis, dans un geste qui arracha des exclamations à l'assistance, il posa sa tête massive sur l'épaule de Élise, comme pour chercher réconfort et protection. Des applaudissements spontanés éclatèrent parmi les spectateurs. Élise, les larmes aux yeux, entoura l'encolure de Wagner de ses bras, murmurant des paroles que lui seul pouvait entendre. « C'est fini maintenant », dit-elle à Antoine qui s'approchait prudemment. « Nous rentrons à la maison. Wagner a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. » 3 heures plus tard, alors que le soleil se couchait sur Paris, Élise se tenait à l'écart du salon, sur une terrasse déserte. Wagner avait été ramenée au haras par Antoine, tandis qu'elle était restée pour gérer les conséquences de l'incident. Étonnamment, ce qui aurait pu être un désastre était transformé en un coup de publicité extraordinaire. Les vidéos Élise calmant Wagner circulaient déjà sur Internet, renforçant la légende de El Étalon et l'image du haras Moreau. « Une journée mémorable », dit une voix derrière elle. La comtesse de Beauregard s'approcha, tenant 2 verres de champagne. Elle en tendit un à Élise. « Je vous dois des explications », dit-elle simplement. Élise accepta le verre mais resta silencieuse, attendant. « Mon fils n'a pas menti », admit la comtesse. « Les écuries de Beauregard sont en difficulté. Des investissements malheureux, des conseils mal avisés. Mais, ajouta-t-elle en relevant le menton avec fierté, cela ne change rien à la sincérité de mes sentiments concernant Jean-Pierre, ni à ma conviction que ce partenariat est la meilleure chose pour nos 2 héritages. Vous auriez dû me le dire, reprocha doucement Élise. Par orgueil, sans doute. Le même orgueil qui m'a coûté une vie avec ton père. La comtesse soupira. Je comprends si tu souhaites reconsidérer notre accord. Élise contempla le paysage parisien qui s'étendait devant elle, les lumières de la ville commençant à scintiller dans le crépuscule. Elle pensait à son père, à Wagner, à tout ce qu'ils avaient traversé ces derniers mois. Non, dit-elle finalement, l'accord reste valable, mais désormais plus de secrets entre nous. Le haras Moreau et les écuries de Beauregard se sauveront mutuellement, comme l'auraient voulu nos parents. Elles trinquèrent silencieusement, scellant ce pacte renouvelé. Élise, Pierre apparut à l'entrée de la terrasse, hésitant à interrompre leur conversation. La presse demande une autre interview. Après ce qui s'est passé avec Wagner, c'est l'événement du salon. « J'arrive », répondit-elle avant de se tourner vers la comtesse. « Prête pour un nouveau chapitre ?» La vieille dame sourit, une étincelle de jeunesse retrouvée dans son regard. Plus que jamais. 1 an plus tard, par une splendide matinée de printemps, Élise se tenait dans le pré principal du haras Moreau, entièrement rénové et prospère à nouveau. À ses côtés, Pierre lui tenait la main, son alliance toute neuve brillant au soleil. Face à eux, Wagner, majestueux dans sa maturité, veillait fièrement sur une jument alezane et son poulain nouveau-né aux longues jambes graciles. « Second chance », murmura Élise, admirant la perfection du petit cheval qui représentait tant d'espoir et de renouveau. Thomas s'approcha, accompagné de Mathilde et de la comtesse qui, malgré son âge, avait tenu à être présente pour cette naissance tant attendue. « Il a les yeux de son père », commenta Thomas. « Et la même intelligence », ajouta la comtesse, émue. Élise s'avança doucement vers Wagner et lui tendit une pomme, perpétuant le rituel qui avait pris une signification si profonde dans leur vie à tous. Elle, Étalon, la prit délicatement, puis se tourna vers son fils, comme pour lui présenter sa nouvelle famille. Dans ce geste simple,
Élise vit la continuité de tout ce que son père avait construit, la promesse d'un avenir où l'amour et le respect des chevaux demeureraient au cœur du haras Moreau. « Merci, papa », chuchota-t-elle vers le ciel, pour Wagner, pour tout. Et quelque part, elle était certaine que Jean-Pierre Moreau souriait, satisfait de voir que son héritage le plus précieux, non pas les chevaux ou le haras, mais la passion et l'amour qu'il avait transmis à sa fille, continuerait de vivre et de s'épanouir, génération après génération. Comme pour confirmer cette pensée, le petit second Chance s'approcha d'Élise d'un pas hésitant. Elle lui tendit une pomme miniature qu'elle avait préparée spécialement. Le poulain la renifla curieusement, puis la prit maladroitement entre ses lèvres, sous le regard attentif de Wagner. Un nouveau rituel venait de naître, un nouveau chapitre